Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, le Club Paname. Heureux de retrouver nos fidèles éditeurs et bienvenue au nouveau. Podcast numéro 14. Qui dit 14 dit le numéro de Blaise Matuidi, le joueur préféré de Basto. Basto, bonsoir. Bonsoir, vive Blaise. 14 comme le nombre de paquets de clopes que se fume Draias par jour. Draias, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Et 14 comme l'âge de la première fois d'Olivier où il est allé au Parc des Princes. Olivier, bonsoir. Oui, c'était l'ancien Parc des Princes. Alors mes amis, ce soir on a un programme intéressant, Bayern PSG, PSG Lille. Gros plan sur le tirage de la Ligue des Champions. On va prendre beaucoup de plaisir ensemble. On commence tout de suite. Nos intervenants sont prêts. On va commencer par le fameux match Bayern PSG. Première place acquise, objectif atteint, mais défaite 3-1 pour le Bayern. J'attends vos commentaires, messieurs. Basto, qu'est-ce que tu as aimé de ce match? Déjà, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas vu grand-chose, vu qu'on était dans une position très éloignée par rapport à la télé. Donc pour être très consensueux et méticuleux, je l'ai revu deux fois. J'ai revu deux fois le match en me concentrant une fois sur le jeu avec ballon et une autre sur le jeu sans ballon, pour essayer de comprendre les difficultés qu'on avait pu avoir. Donc pour en revenir à ce que j'ai aimé, je trouve qu'on fait une entame avec ballon qui n'est pas aussi médiocre que j'avais l'impression dans le réel, c'est-à-dire que dans les premières minutes, on attaque en nombre. Il y a 3 attaques à 7 dans les 30 mètres adverses sur les 8 premières minutes. Donc on rentre pour marquer, on rentre pas pour jouer très bas comme on avait pu le faire au Camp Nou. Après, on se prend le but dans de petit temps fort et derrière on est en difficulté. On revient bien de nouveau un peu en milieu de première et c'est là qu'on se fait de nouveau sanctionner. Et sinon j'ai aimé l'entame de la seconde, grosso modo de la 45 à la 70, où on est beaucoup plus dans le match, beaucoup plus dans les duels, dans le respect du schéma de jeu. Et donc ça donne des lignes plus compactes, ça permet un meilleur équilibre pour chercher des solutions. On est moins mis en danger et là on se crée pas mal de situations malheureusement qu'on ne met pas au fond. Mais une autre chose que j'ai aimé, c'est qu'on perd 3 en étant pas très bon, c'est le cas de le dire. Mais mine de rien, un 2-2 n'aurait pas forcément été illogique. Donc il y a des motifs d'espoir dans ce match raté. Merci à toi Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec lui? Oui, globalement, je suis d'accord avec lui. Et pour moi, il y a une seule vraie chose positive à retenir dans ce match, c'est qu'on parvient, certes de justesse, mais on parvient quand même à garder la première place de la poule. Et quand on connaît les fragilités du PSG à l'extérieur en ce moment, recevoir au retour en huitième de finale peut changer beaucoup de choses. Merci à toi Olivier. Draias, tu me finis ça? Moi, ce que j'ai aimé, au-delà de ce qui a été dit, c'est pour moi, c'est l'équipe, elle n'a pas été capable de réaction, mais elle a su se ressaisir par moment. Mais sinon, ce que j'ai aimé, c'est la fraîcheur de Mbappé. C'est vrai, j'ai bien aimé. Du coup, messieurs, j'imagine que ça va être un peu plus long pour les. Vous n'avez pas aimé. Olivier, qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur ce match? Il est un peu trompeur ce match si on s'arrête aux statistiques, puisqu'il y avait à peu près un peu plus de 50% de possession, et en occasion, on n'était pas trop mal. Mais faute de cohérence et d'efficacité, le résultat est malheureusement très décevant. Depuis Monaco, on ne reconnaît plus tellement l'équipe qui a écrasé tout en Ligue 1 et en Europe, et ça remet en cause ce début de saison. Est-ce que c'est un début de saison en trompe-l'œil, vu la faiblesse de l'opposition, ou bien est-ce que c'est une mauvaise passe passagère? Je pense que les prochains matchs vont nous le dire. Alors qu'on attendait une confirmation dans la capacité à gérer cette année ce genre d'événement, le résultat est sans appel, 3 buts encaissés, ce qui en fait 5 en 2 matchs. Accompagné d'une inefficacité persistante dans les deux surfaces depuis Monaco, quel gâchis de notre côté quand les Allemands marquent 3 fois sur 4 frappes cadrées. Et au final, une nouvelle contre-performance dans un match clé, et ça c'est quand même un peu embêtant. Le but qui a été marqué précocement par le Bayern a semblé anesthésier un peu tout le monde. On a même ressenti comme un Roland de remontada qui à 2-0 semblait tout à coup plus impossible. Heureusement que c'était pas un match coup près, car on pouvait à ce moment craindre que ça soit mal embarqué. L'équipe ne semblait pas prête au combat, comme souvent quand il y a un enjeu, timorée, peu sûre d'elle. D'autant plus décevant qu'après 2 matchs où les remplaçants ont permis de reposer les stars, c'était l'équipe type qui était alignée, alors qu'en face, beaucoup de titulaires n'étaient pas là et qu'a priori, les Allemands n'avaient pas beaucoup d'illusions sur leur chance de prendre la première place du groupe. Donc c'est quand même une impression très mitigée par rapport au rapport de force et à l'enjeu. Merci à toi Olivier. Draias, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Globalement, oui, je suis très d'accord. Et oui, effectivement, enfin, depuis quelques matchs, c'est un petit peu la débandade. Il y avait un peu de mieux, mais ce mieux était trop imprécis. Il y a notamment j'ai trouvé une vraie désynchronisation dans le pressing. Et on n'a pas vu un bloc distendu comme on a pu le voir sur d'autres matchs, mais on a vu un bloc qui n'était pas forcément bien réparti sur le terrain, avec trop de joueurs qui étaient systématiquement dans la zone du ballon et qui laissaient trop de Munichois libres de marquage. J'ai pas aimé, comme le disait Olivier, la dimension psychologique. On a ouais, senti l'équipe tanguer après le premier but et ça nous a rappelé un épisode douloureux. Euh, Sinon, j'ai pas aimé aussi les commentateurs. Ils étaient vraiment trop enthousiastes sur l'appréciation du Bayern et j'estime qu'en Europe, on peut attendre un petit peu de préférentiel pour un club français. Ça m'a vraiment déplu. Et enfin, il y a une chose que j'ai pas aimé, c'est qu'est-ce que foutait Silva sur le terrain lors du troisième but. Il est blessé, il peut plus jouer. Pierre Carl, on joue à 10 et il y a quelqu'un qui vient compenser derrière, mais revenir sur le terrain pour jouer comme il jouait, ça servait à rien. J'ai absolument pas compris qu'est-ce qu'il foutait sur ce terrain-là. Merci à toi, Andreas. Basto? Bah, moi, j'ai surtout pas aimé notre jeu sans ballon. Alors, on est venu pour défendre en 4-4-2, qui dans l'idée est plutôt logique, vu que c'est le meilleur système défensif pour respecter la largeur du terrain. Et on sait que le point fort de Munich, c'est justement de jouer sur les ailes. Mais le problème, c'est que quand ton 4-4-2 n'est pas respecté comme ça l'est en première mi-temps, bah, tout de suite, ça pose des problèmes. Il y a trop de joueurs qui désonnaient, notamment Neymar qui retournait sur son côté gauche, ce qui obligeait Cavani à redescendre et Rabiot, au contraire, à monter pour éviter qu'Hummels se balade entre les lignes. Mais ça a été un échec, puisqu'Hummels l'a fait de nombreuses fois, surtout en première mi-temps, ce qui nous a fait très mal. Au-delà du non-respect du poste, il y a aussi le manque de repli d'Mbappé en première, qui donnait des 2 contre 1 pour Alves contre Alaba Coman, et c'était très dur pour lui, déjà qu'il n'était pas dans un bon soir, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, ces erreurs ont fait qu'on avait un retard dans les duels qui était quasi systématique. Il suffit de revoir le premier but, c'est un long ballon de Munich, il y a une tête parisienne aux 30 mètres, on le renvoie, et il n'y a personne pour aller chercher le second ballon. Munich qui se retrouve dans un espèce de no man's land qui peut relancer tranquillement, construire et marquer. J'ai pas aimé notre inefficacité qui est un peu chronique en ce moment. Le PSG qui est puni sur quasi ses 3 trop forts et qui se prend un but à ce moment-là. On a 5-6 occasions nettes, on n'en met qu'une. D'ailleurs, les expected goals de ce match sont équivalents. C'est 1,8 pour Munich, 1,7 pour Paris. J'ai pas aimé les latéraux totalement dépassés, que ce soit dans les duels ou avec ballon. J'ai pas aimé même nous avec ballon notre circuit de jeu qui était très simpliste, avec une recherche d'un jeu qui était assez basique. Si on récupère et on joue vite dans la profondeur. J'ai pas aimé non plus notre milieu qui, une nouvelle fois, est archi dominé par son vis-à-vis dans un grand match. Ça fait énormément d'années que c'est le cas. Alors c'est en partie expliqué par le déséquilibre tactique, mais pas que. Il y a eu énormément de déchets à la relance, notamment de Rabiot en première qui rate pas mal de passes faciles. Je pense aussi à Verratti sur le troisième but qui ne suit pas Tolisso. Parce que sur le troisième but, quand Coman se retrouve dans la surface, ils sont en infériorité numérique. Munich, ils sont à 3 contre 5. Mais on se prend but parce que Verratti lâche Tolisso du marquage dès le début de l'action. Donc tout ça, ça fait beaucoup trop d'erreurs pour un match de ce niveau et on est puni. Et comme l'a dit Olivier, j'ai pas aimé non plus le déficit mental et je pense que on a tous ressenti et tous repensé à ce match à Barcelone et je pense que les joueurs aussi après le but encaissé. Donc peut-être qu'il va falloir d'un psy dans cette équipe. Ouais, j'espère qu'ils en ont déjà un. Merci messieurs pour cette analyse. On va passer au top et au flop du match. On va commencer par les tops évidemment. Messieurs, 2 tops chacun. Drayas. Alors, je vais commencer à nommer en top les cheveux de Kurzawa. Aurait-il enfin trouvé un moyen d'être vu sur le terrain en dehors des fois où il prend le bouillon sur son côté? Et je vais nommer un autre top qui est Kylian, parce que oui, il est perfectible sur plein de choses, comme le disait Basto justement, il fait pas forcément tous les replis offensifs qu'il doit faire, mais il a l'enthousiasme pour lui, il n'est pas blasé, et dans un match comme ça, c'était pour moi une petite lueur d'espoir. Merci à toi, Drayas. Basto, tes 2 tops? Alors moi j'avais mis aussi Mbappé, mais vu qu'il l'a dit, je vais dire Verratti. Il lui manque encore ce petit truc en première afin de soulever vraiment la révolte, mais c'est vraiment celui qui déjà proposait le plus et arrivait le plus à faire des différences sous pressing de Munich. Et en seconde, il est à l'origine de tous les bons coups, avec tous les décalages qui sont créés et qui sont de par son fait, notamment sur le but d'Mbappé où il fait l'ouverture pour Cavani. Et c'est un des rares, peut-être même le seul, qui est sorti de sa zone de fonction avec la balle sur ce match, en accompagnant haut les attaques, contrairement notamment aux défenseurs centraux, aux latéraux, qui ne sont pas sortis de leur zone de fonction, comme
comme ils ont pu nous le faire d'habitude, notamment Alves qui ne l'a pas fait du tout. Et j'ai mis Rames Rodriguez, parce qu'il nous a fait vraiment très mal. Ça fera plaisir aussi à notre cher Wampy. On sait qu'il aime ce joueur, mais il a vraiment martyrisé notre trio du milieu en se baladant constamment entre les lignes, que ce soit en coupant la transition à Verratti-Rabiot ou en dédoublant sur le côté droit pour aller insister sur notre point faible, Kurzawa. Et le PSG n'a jamais su répondre à ce dézonage de Rames. Merci à toi, Basto. Olivier, c'est ton tour. Il n'y a pas tellement de top, donc je ne serai pas plus original que camarade. Mbappé, qui a eu un petit coup de mou, mais qui là revient très bien. Il a été à la hauteur, il a été entreprenant, il est vif, il a fait des différences. En plus, il est buteur. Il y a quand même un gros point noir, malgré tout, c'est son manque d'implication défensive. Et ça s'est ressenti sur ce côté droit là qui souffrait beaucoup. Et puis Verratti, parce que en ce moment où le milieu est un petit peu moins bien qu'il n'a été, je trouve qu'il a pris beaucoup les choses à son compte et il a surnagé, alors que les Allemands avaient bien analysé notre jeu, ils avaient densifié leur milieu, et je trouve qu'il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Voilà, je vois pas beaucoup d'autres tops malheureusement. Est-ce que je peux réagir sur un petit... Merci. Concernant Marco, parce que j'adore me prendre 2 balles dans le dos dans le bal de l'Hudson. Et ouais, comme vous, je l'avais mis en top, mais il y a quand même une chose que j'ai remarqué, c'est que si on faisait un duel avec son vis-à-vis, qui était Tolisso, il était derrière. Tolisso a fait plus qu'un match de milieu complet. Oui, a fait bien sûr, voilà. Mais c'est dans la confrontation Tolisso a gagné son duel. Tolisso était devant. C'était juste pour préciser. Oui, enfin, Tolisso, il n'était pas tout seul dans le milieu, alors que... C'est vrai. Néanmoins. Merci, messieurs. On va passer au flop du match. Vous avez le droit à 2 flops aussi. Olivier, tu commences. Ça fait chaud. C'est Alves qui, pour moi, est c'est le 2e match consécutif un peu catastrophique, surtout sur le plan défensif. Le premier but où il est très mal aligné, des erreurs de placement, des relances, et puis surtout il se fait bouffer par Ribéry puis par Coman. Il devrait être le leader moral qui nous a manqué un petit peu l'année dernière, et pour ça il faudrait qu'il soit déjà bien dans son propre jeu. Pour le moment il s'occupe déjà de lui et c'est difficile, et donc c'est vraiment une déception alors qu'il avait fait un très très bon début de saison. Et puis mon 2e flop c'est Draxler, qui illustre pour moi à lui seul la faillite du milieu, timide, mal positionné, assez passif. On se posait la question de savoir ce qu'il donnerait à ce poste nouveau pour lui quand le niveau s'élève. Et je crois que malheureusement, on a une partie de la réponse. Bon, on ne peut pas le condamner sur un seul match, mais c'est quand même un peu préoccupant. Merci à toi, Olivier. Juste pour te relancer sur un point, Dani Alves, est-ce que tu trouves qu'il joue un peu trop et que du coup, il est un peu cramé du fait des enchaînements de matchs, ce qu'il ne faisait pas l'année dernière à la Juventus? Oui, c'est sûr que la gestion d'effectifs d'Alves en particulier pose question. C'est depuis la saison, on a l'impression qu'Emery joue à 11. Le seul qui a changé dans son 11, c'est Draxler qui a remplacé Mota. Mais sinon, dès qu'il peut, il titularise un peu toujours les mêmes. Et il a quand même si il a un physique exceptionnel, il a quand même 34 ans. Il a joué, donc c'est 2 matchs d'affilée, et on verra que contre Lille, on le retitularise une nouvelle fois. Donc là vraiment, je crois qu'il y a des questions à se poser. Et celui qui doit s'en poser surtout, c'est Meunier, qui n'a jamais vraiment démérité quand il a joué, et qui doit être extrêmement déçu de voir la portion congrue à laquelle il est soumis. Moi qui croyais que tu n'allais pas parler de Emery. Merci à toi, Olivier. Drayas, à ton tour, tes flops. Alors en flop, comme je l'avais mis en top, je suis coutumier du top flop, je vais remettre les cheveux de Kurzawa. Comme je disais avant, ses cheveux se sont vus et c'est à peu près aussi laid que son jeu. T'aimes pas parce que c'est moi qui l'ai coiffé. C'est vrai, t'as vraiment pas été sympa, tu as mis cher. Tu as mis cher. Et j'aimerais, 2 tops, ça me paraît dur, mais bon, je vais dire celui-là. Le milieu, mais je ne mettrais pas Draxler, je mettrais le milieu passé Verratti, quoi. On se fait citer, on était tous contents de retrouver ce milieu à 3, Verratti, Rabiot, Draxler. Et Verratti est le seul qui a un tant soit peu brillé, les deux autres étaient aux abonnés absents. Et je vais m'en permettre vite un dernier, c'est que la charnière centrale, je l'ai trouvée peu souveraine et elle a perdu beaucoup trop de duels, quoi. Est-ce que pour toi c'était Ofioto? Alors tu m'as... J'irai pas jusque là, mais je pense qu'il y a un déficit, d'autorité. Ofioto, c'est le mec qui va prendre peur,
pas ça, c'est juste que tu avais l'impression qu'il était à 80%, quoi. Notamment dans les duels de la tête où il était vraiment impérial en début de saison, et là, c'est vraiment plus le cas depuis 2-3 matchs. Oh, 80%, t'es gentil. Basto, à toi de finir, les flops. Moi, j'aimerais remettre une lame sur les latéraux avec Alves, non seulement qui est fautif sur les 3 buts, ou au moins dans le coup sur les 3 buts, mais qui est aussi très souvent en retard. Il a tenté 11 tacles, ça montre qu'il était dépassé, vu que le tacle, c'est le dernier recours. Il a été en déficit dans les duels, avec seulement 10 duels remportés sur 20, ce qui est très en deçà de ses habitudes. Et en plus, il a été triste offensivement, en allongeant constamment le jeu, sans chercher vraiment à construire. Après Kurzawa, j'ai même du mal à le noter, car pour moi, il n'était pas sur le terrain, il n'a rien proposé offensivement, et défensivement, il a tenté qu'un duel dans le match. Donc il n'allait même pas au duel. C'est même pas qu'il les ratait, c'est qu'il n'y allait pas. Et il est en plus fautif sur le second but. Je fais mon mea culpa parce que j'avais critiqué Silva après le match, mais il n'est pas vraiment fautif sur le but. Il se retrouve à 1 contre 2 parce que Kurzawa lâche le marquage de Lewandowski au début de l'action. En flop, j'ai aussi mettre Neymar, qui a eu un jeu très lisible sur ce match avec beaucoup trop de déchets. Il a fait quelques diffs, mais sans être décisif, et il a loupé le peu de situations qu'il a pu se créer. Il oublie notamment Cavani à 1-0, alors que s'il fait la passe, c'est l'égalisation assurée. On l'attend dans ces matchs-là, là pour une fois il n'a pas brillé. Et en troisième flop, je mets Emery. J'ai dit pas mal de raisons tactiques dans ce que j'avais pas aimé tout à l'heure, et je suis obligé de le mettre puisqu'il n'a pas su répondre aux problématiques de Munich. Pour moi, Munich qui avait même pas un plan de jeu très élaboré, ils ont bien fait ce qu'ils avaient à faire, mais c'était aussi un jeu assez basique de la part de Munich. Et le fait qu'on ne respecte pas les consignes et qu'on n'arrive pas à contrecarrer les problématiques posées par Munich, c'est de sa faute. Perso, Et il réagit encore une fois qu'à la pause, puisqu'on est beaucoup mieux en seconde mi-temps, et ça, c'est aussi une habitude. Perso, je pourrais vraiment pas mettre Neymar en flop. Oui, il a raté beaucoup, mais c'était un des rares qui proposait, quoi. Non, même pas là. Bah si, tu le vois plusieurs Il fait fois. une Tu ouverture sur ce match. le vois Alors, en plus, redescendre si je plusieurs fois. Si je peux me permettre, Basto, Justement, je vois très bien l'action à laquelle tu fais référence, et c'est vrai que quand je l'avais vu au ralenti, je me suis dit, putain, s'il passait à Cavani, c'était but sûr. Mais en fait, si tu le revois à vitesse réelle, c'est vraiment pas évident de capter Cavani sur cette action. C'est pas évident, sauf Même que si, si même tu... si je suis d'accord avec toi que Neymar a fait un match comme Alves largement en dessous de ce qu'il fait On d'habitude. peut pas comparer le match de Alves et Neymar. S'il te plaît, quand même. Oui, Neymar a eu Ah, plein de pour moi, ratés, ça, mais non, c'est Alves ça. a pris le bouillon. On peut pas dire que Neymar ait pris le bouillon, quand Pour même. moi, Neymar, non seulement il a eu du déchet, mais pour une fois, il a même pas eu, par rapport au déchet qu'il peut avoir, il n'a pas été vraiment décisif. Il fait une ouverture qui est bonne. D'habitude, il en fait 5 ou 6 par match. Et sur l'action que tu cites, Jimmy, Neymar le voit, puisque derrière, il s'excuse pour Cavani en lui disant « je t'ai oublié d'ailleurs ». Ah bah il a un bon œil alors Neymar. Mais du coup, Ouais, merci mes amis. C'était très sympa de parler de ce match avec vous. C'est vrai qu'on a eu tous un peu peur de revoir un petit peu le fantôme de la remontada. Je pense que c'est ce qui fait un peu flipper d'ailleurs les gens, vu qu'on a tiré le Real, et ça les fait un peu flipper. Mais on en parlera tout à l'heure, et on va enchaîner avec le match au Parc des Princes contre Lille. Match excellent, messieurs, victoire 3-1, avec un hommage à notre grand chanteur Johnny Hallyday. Alors messieurs, est-ce que nos joueurs ont allumé le feu? Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce match? Basto, qu'est-ce que tu as aimé? Déjà la victoire, parce qu'après 2 défaites de suite, c'était le minimum et c'était quasiment obligatoire. J'ai aussi aimé le fait que nos remplaçants soient décisifs, avec Pastore et Di Maria qui marquent chacun un but. Et on aura besoin des 11 joueurs, surtout quand on voit le tirage au sort de la Ligue des Champions qu'on a eu. J'ai bien aimé la récupération, notre jeu à la récup, parce que Lille était bien organisé, mais ils n'ont jamais pu être dangereux, parce qu'ils sont assez faibles aussi, mais parce qu'on récupérait la balle de manière souvent immédiate et assez haut sur le terrain. C'est caractérisé par Rabiot, par exemple, qui rate 15 ballons en 45 minutes avant de sortir sur blessure. J'ai aimé l'efficacité offensive qui a été retrouvée avec 3 buts sur 4 ou 5 réelles occasions sur ce match. J'ai aimé le fait que ce soit un match plutôt maîtrisé, où finalement on a été peu en danger, un match assez tranquille. J'ai aussi bien aimé le match de Yuri défensivement, que j'ai trouvé costaud à défaut d'être brillant. Et j'ai bien aimé l'entrée de Lo Celso, aussi bien dans le placement récup que dans l'utilisation de la balle, même si à la fin il fait un tacle inutile et on voit encore peut-être son manque d'expérience, mais pour un match du samedi à 17h, c'était plutôt correct. Merci à toi Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec ton ami? Bien sûr, je suis d'accord comme toujours. Ce que j'ai aimé, moi, c'est effectivement après 3 prestations qui étaient plutôt inabouties et surtout 2 défaites de rang. Au soir de ce match et avant même la fin de la journée, le PSG est champion d'automne. Et même si on peut et même on doit discuter la valeur de l'opposition, c'est jamais à banaliser. Ce succès, ces succès enchaînés, ce très bon début de saison, c'est quelque chose qui est important, surtout quand on pense aux échéances qui vont nous attendre. C'est bien de pouvoir être
libérer très vite en championnat pour pouvoir économiser l'effectif. J'ai eu aussi une rotation qui m'a semblé plus réussie que celle un peu trop massive contre Troyes et Strasbourg. Sont ainsi rentrés les suppléants des titulaires, Kim Pembe pour Thiago Silva, Di Maria pour Neymar et Berchiche pour Kurzawa. Il y a eu un vrai turnover, Pastor pour Draxler qui était mis au repos. Un remplacement prématuré de Rabiot par Lo Celso qui a permis de voir ce joueur enfin sur une mi-temps et constater qu'il pouvait sûrement apporter quelque chose au milieu. Et de même, après une phase d'une vingtaine de minutes, ils ont plutôt peiné à trouver leur marque. Pastor et Di Maria ont été plutôt performants. Un but et une passe décisive pour les deux, pour un match comme celui-là, c'est bien. Et enfin, un 4-2-3-1 qui semblait une fois totalement assumé. Le pivot Marco Adrien et un Pastor repositionné en 10 à sa vraie place, comme je rêvais de le voir depuis le début de saison. Même si les joueurs n'ont pas toujours appliqué parfaitement le schéma, faute d'automatisme, c'est l'hypothèse que je retiendrai. Merci à toi, Olivier. Darius. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est le retour de la victoire et basta, quoi. Mais sinon, pour réagir juste 2 secondes à ce que disait Olivier, Pastore en 10 avec 2 milieux derrière, c'était déjà plus ou moins le cas lors des dernières rentrées de Pastore quand tu avais le milieu Verratti Rabiot. C'est plus ou moins une constante. C'est quand tu as Draxler, tu vois vraiment un milieu à 3 et quand c'est Pastore, de temps en temps il descend défendre, mais globalement il est beaucoup plus souvent placé un peu plus haut que Draxler. Donc ce que je voulais dire sur ce milieu, c'est que dans l'interview, pour la première fois, Emery a parlé et d'un Pastor positionné en 10. Alors que la présentation de son organisation restait plutôt dans le flou jusque-là. C'est en cela que je dis que c'est un 4-2-3-1 assumé. Ouais, j'ai compris. Merci. Merci à vous, messieurs. On va passer à ce que vous n'avez pas aimé de ce match. Olivier, qu'est-ce que tu n'as pas aimé de ce match? C'est un match où, malgré une domination et la faiblesse offensive adverse, le contenu collectif, je l'ai trouvé globalement décevant, brouillon, dégoûtant, relativement pauvre en occasion. Et ça m'a un peu déçu. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est le nouveau but donné à l'adversaire par une passe dangereuse et interceptée de Marquinhos. Globalement, continuer à encaisser trop de buts depuis ce début de saison, sans que forcément, d'ailleurs, ce soit des buts liés à une très belle action ou une domination adverse. Et surtout, à partir du déplacement à Monaco, en 5 matchs, on en a buts accompagné de 2 défaites. Là, il y a manifestement un problème défensif qui n'est pas simplement un problème de la défense, qui est un problème d'érosion de l'équilibre qu'on avait trouvé, avec des joueurs de devant qui se replient moins, avec des milieux qui sont un peu plus dispersés. Et ça, je pense qu'il y a besoin de retrouver cette équipe. Et puis ce que j'ai pas tellement aimé non plus, c'est le manque de sérénité de l'équipe, qui dans un match qui apparaissait sans histoire et qu'elle devait gérer tranquillement jusqu'au bout, se retrouve à cause de ce but concédé à craindre une égalité minutes, avec notamment un dernier corner qui aurait pu mal se terminer. Et enfin, bon, je suis quand même obligé de pointer un peu une erreur de gestion humaine d'Emery qui décide à nouveau de faire jouer Alves, comme je l'ai dit, au détriment de Meunier, alors que le Brésilien sortait de 2 matchs insuffisants et même catastrophiques contre Munich. Où est l'équité dans la concurrence tant revendiquée par notre entraîneur? Merci à toi, Olivier. Darius. Alors moi, j'ai pas aimé un Berchiche que trop mettront en top ou féliciteront d'une manière ou d'une autre. Oui, il est meilleur derrière que Kurzawa, mais il n'est pas bon pour autant. Faut pas exagérer, c'est pas ça être bon latéralement. Au final, sur ce match, il aurait été médiocre défensivement. Et que dire de son niveau technique? Crico, c'est Neymar à côté, quoi. Sinon, j'ai pas aimé moi aussi le manque de concentration et cette désagréable impression de fébrilité et de facilité qui nous accompagne dès qu'on mène au tableau d'affichage de 2 buts. C'était quelque chose qui avait disparu. Avant, c'était dès qu'on menait d'un but, on se laissait aller, on prenait une posture sénateur. Là, c'est pas vraiment une posture sénateur. Je sais pas encore vraiment trouver les mots pour pouvoir le qualifier. Mais il y a vraiment une facilité, où on se désolidarise et après la phase des 6-0, 7-0, ben, on est vraiment rentré dans une phase des 2-0, 2-1, etc. Où on se retrouve à trembler alors qu'on ne devrait pas forcément trembler sur ce genre de match. Merci à toi, Darius. Basto. Moi, j'ai pas aimé le fait qu'on joue trop tranquille. Après 2 défaites, j'attendais une réaction meilleure, avec plus d'allant, plus de personnalité. Déjà, moi, les matchs trop tranquilles m'ennuient un peu.
Ce match, on sait dès le départ qu'on va le gagner, ça se voit qu'on est supérieur, mais il ne se passe pas grand-chose. J'ai eu un peu l'impression de revoir un match de sous-blanc, en regardant le match de manière un peu lobotomisée. Je me suis fait chier, clairement. Et quand tranquillité rime avec suffisance, on peut être puni et se faire porte pour rien. Le but encaissé est pour moi le résumé de cela, avec une passe plein axe toute molle de Marquinhos en mode je m'en fous, je fais cette passe et derrière on est puni. Et une nouvelle fois l'efficacité défensive, puisqu'on encaisse un but sur quasiment la seule occasion de Lille, alors qu'on n'était pas en danger. Et derrière on est un peu fébrile, comme vous l'avez dit. Et on est fébrile pour rien. Et j'ai pas aimé la blessure de Rabiot, même si elle est pas trop sérieuse. Ça montre que Mota sera important au moins dans la rotation, si ce n'est plus. Merci à toi Basto, je suis assez d'accord avec toi quand tu parles qu'on dirait le PSG de Laurent Blanc. Ça m'a fait exactement ce même effet avec une envie que le match se termine. Merci à vous messieurs. On va passer au top du match. 2 tops chacun. Drayas, tu commences. Faut que je choisisse. Déjà, je suis obligé de loquer mon top flop. L'entrée de Lo Celso, elle est pleine d'envie, elle est pleine d'allant. Il est malheureusement décisif sur l'égalisation. Enfin, pas sur l'égalisation, mais sur le but adverse. Mais sinon, oui, plein d'efforts, plein de volonté dans le jeu sans ballon, des bonnes idées avec la balle, une vraie aisance technique. C'est un joueur qui fait plaisir. Et sinon, comme je suis obligé de restreindre, je ne peux pas citer Mbappé, je citerai Kim. Et pour y mettre à mon tour ma petite pointe côté Emery, j'aimerais que lorsque les deux Brésiliens sont un cran en dessous, comme ils le sont depuis quelques matchs maintenant, qu'Emery ne tarde pas trop à le faire rentrer d'une manière efficace et effective dans la rotation. Parce que, je suis désolé, le Kim à l'heure actuelle n'a rien à envier au Silva et au Marquis qu'on voit depuis quelques matchs. Merci à toi, Andreas. Basto. On peut en mettre que 2 Mets en 3, mais je suis pas content. T'as mis Mbappé ou Marco? Moi j'allais mettre Mbappé. Donc t'as mis Marco du coup? Non, t'as pas mis Marco. Il a mis aucun des deux. Écoute ton collègue, Basto, quand même. Ah oui, t'as mis Kimpembe, mais t'as pas dit pourquoi. J'ai dû restreindre parce que tu as dit que 2, hein, Jimmy. Ah, mais c'est dans le plan, moi je respecte. Non, c'était 3 dans le plan. C'était 3 là. 3. Je laisse sous les yeux. Apprends à lire. Apprends à lire. C'est pas grave. Les filles, on va y aller là. C'est pas grave. Donc moi je vais mettre Verratti puisque tous les transitions partaient encore de lui. Toujours bon pour casser les lignes et varier le jeu. C'était un des rares qui a donné du rythme au match. D'ailleurs il casse le premier rideau sur l'ouverture du score et sur le second c'est grâce à un tacle haut qui permet de marquer. J'ai aussi aimé Kimpembe, tu l'as cité mais t'as pas dit pourquoi, parce que je l'ai trouvé impressionnant dans les duels face à des clients qui sont pourtant physiques ou vivaces, que ce soit Ponce qui est un monstre physique ou Pépé qui est très rapide. Et par le fait qu'il a défendu en avançant tout le match, il prend des risques dans sa relance et il prend les espaces devant lui. Si seulement Silva pouvait s'inspirer de ce côté-là de Kimpembe, ce serait une bonne chose. Et du coup, je vais laisser Mbappé à Olivier. Alors. Moi, je vais carotter un petit peu, je vais en donner 3, bien sûr. Hors concours, Verratti, parce qu'il a une démonstration de méthode offensive, défensive. Il était positionné, comme on l'a vu de temps en temps, en élément bas du milieu, confirmant pour moi que le plus légitime pour succéder à Thiago Motta en sentinelle, c'est probablement lui. Moi, je pense qu'il a toutes les qualités pour ça. Il a fait du pressing et une récupération constante, dont c'est extraordinaire. Il va impulser l'action du premier but. Je viens de lire aussi sa protection de balle, ses passes longues et courtes. Pour moi, c'est vraiment une démonstration de jeu d'un milieu moderne. Mbappé, parce que certes, il rate encore beaucoup, mais c'est surtout parce qu'il tourne beaucoup. Il a été le seul vraiment entrepreneur en première mi-temps. Il est passeur décisif, même s'il est hors jeu sur le premier but. Et il est capable de différences énormes. Quand on voit la pointe de vitesse à la 90e minute qui permet d'aller marquer ce but alors que le gardien était monté, j'ai rarement vu un joueur d'une telle efficacité en vitesse de pointe. Et puis Kim, et de plus en plus, il me semble qu'il est le complément parfait des deux autres, quand les deux autres ont parfois du mal à se différencier ou à se compléter l'un l'autre. Et je pense que progressivement, il est appelé à prendre la place de l'un des deux. Les deux peuvent tout à fait très bien jouer avec lui et jouent d'ailleurs souvent mieux qu'il est à leur côté, parce que c'est un joueur qui s'impose physiquement, qui est performant dans la relance et qui, comme l'a dit Basto, n'hésite pas à faire quelques montées tranchantes, balle au pied. Vraiment, c'est un des éléments au progrès continu cette année. Merci messieurs. On passe à la rubrique suivante, les flops.
Étant donné ce match, vous avez le droit à 3 flops chacun. Basto, tu commences. Vu que je suis un rebelle, j'en donnerai que 2. Donc Cavani, même si c'est un match ingrat pour lui, puisqu'il a été très peu trouvé et très peu cherché, mais c'est aussi du fait que pour une fois, il a été très peu dans la surface sur les opportunités qu'on avait pu avoir. Et donc là, je l'ai trouvé mauvais dans une caractéristique où d'habitude il est bon, c'est-à-dire dans son jeu de déplacement, même s'il est très intelligent sur son avant-dernière passe sur le second but. Donc c'est un petit flop. Et en deuxième flop, je vais mettre Marquinhos, qui est déjà très peu serein à Strasbourg et contre Munich, où il commence à perdre des duels, où il commence à faire des fautes de placement. Et là, il fait une faute de poussin avec sa relance en mode Mamadou Sakho. Après, il est passeur décisif, mais bon, une passe décisive de 80 mètres sur une tête repoussée par corner, c'est pas vraiment une passe D, mais bon, on va te donner ça. Merci à toi, Basto. Olivier? Malheureusement, encore Alves, il est de façon inexplicable pour moi de continuer à être titularisé par Emery. Il a confirmé sa mauvaise passe actuelle en ratant à peu près tout offensivement. Heureusement, il a été peu inquiété défensivement par la faiblesse adverse. La non-titularisation de Meunier reste pour moi un mystère. Cavani, oui, je suis obligé de confirmer ce que dit Basto. Il est introuvable, pratiquement jamais dans la surface. Il a passé son temps à dézonner. Le mauvais Cavani qu'on pensait ne plus revoir. Et pour confirmer son coup de mou actuel, il est à un 3e match de suite sans marquer, alors qu'il avait des stats fantastiques depuis le début de saison. Et Marquinhos, qui est en baisse de régime, en ce moment, couronné par une perte de balle stupide en fin de match, au but lillois. Mais bon, c'est malheureusement un espace pour ces deux Bretons. Merci à toi, Olivier. Juste par rapport à Cavani, c'est 2 matchs plus 5 minutes à Strasbourg. Pas vraiment 3 matchs. Ça fait 3 matchs. Si tu veux. Darius, let's go. Donc Marquis, clairement, il a été impérial depuis le début de la saison. Là, mais au-delà de Marquis, c'est les 2 Brésiliens qui depuis quelques matchs n'ont plus le niveau escompté. Et je suis parfaitement d'accord avec Olivier dans le sens où pour moi la meilleure paire, alors c'est difficile de se priver de Silva qui quand il est à son meilleur est peut-être défensivement l'un des tout meilleurs, si ce n'est le tout meilleur. Sur certains aspects en tout cas, mais la meilleure paire pour moi c'est peut-être Marquis Kim, et il est vraiment temps que Kim rentre un petit peu plus dans la rotation et pas seulement en bouche-trou comme il a été utilisé récemment. La réflexion que tu faisais pour Alves, je la comprends et je la partage pleinement. Par contre, je vais en faire un là qui va vous faire hérisser les cheveux. Je vais mettre Lo Celso en flop. Et je vais pouvoir rebondir sur ce que tu disais en top quand tu plaçais Marco, Olivier. Lo Celso qui a encore et toujours des énormes problèmes de placement. Il compense beaucoup par des courses, etc. Mais il n'est pas toujours bien placé, il ne comprend pas toujours le placement. Et justement, il était avec Marco et tu sembles absolument vouloir un Marco en 6, mais je trouve que Marco en 6, ce serait une très mauvaise idée, parce que Marco, pour moi, c'est un très très bon défenseur sur l'homme, mais c'est pas forcément un excellent défenseur de zone. Chose que Rabiot est, et pour moi le 6 a véritablement besoin d'avoir une défense en zone. Et justement Lo Celso, j'aimerais bien plus le voir associé non pas à Marco, où ses problèmes de placement sont mis en lumière justement parce que tu as Marco qui lui-même va lui aussi dézoner pour aller défendre, et le voir plutôt associé avec un Rabiot qui pourra plus compenser les errements de placement de Lo Celso. Et enfin, je nommerai l'équipe convalescente ou suffisante. On est en train de retrouver, depuis cette période de manque d'efficacité, quelque chose de détestable dans l'équipe. Vous parliez de retrouver ce qu'on avait de Laurent Blanc. Alors pour moi, c'est pas tout à fait pareil, dans le sens c'est pas le côté sénatorial, mais il y a une espèce de facilité, qui est vraiment désagréable. Quand on menait à 2-0, j'ai pas aimé notre jeu et je suis obligé de pointer du doigt l'équipe. Et il y a, à l'heure actuelle, alors c'est peut-être une mauvaise passe, je ne vais pas dire qu'Emery n'arrive plus à parler à ses joueurs, mais pour l'instant, Emery n'arrive pas à faire ce que ses joueurs fassent ce qu'il attend d'eux selon toute vraisemblance. J'ai une petite question à poser à Darius, juste sur Kimpembe, t'as envie de le voir en Ligue des Champions du coup, quand tu prends les rotations parce que... Honnêtement, quand tu vois que les 2 Brésiliens ont ce niveau-là, oui. Et d'une manière générale, moi ce que j'aimerais plus, tu vois, c'est qu'il y ait potentiellement 3 titulaires et qu'ils se tirent la bourre sur les 2 matchs d'avant. Et que sur les 2 matchs d'avant, on voit quelle est la meilleure paire, et qu'on mette cette paire pour le match de Ligue des Champions.
Mais quand les Brésiliens sont à un niveau qui est moindre, je vois pas pourquoi on laisserait un Kim sur le banc. C'est pareil, quand on voit son entrée contre Munich, alors qu'il rentre en cours de match et tout, elle est très bien son entrée. Après, il restait sur un match raté contre Strasbourg. Et dans la rotation, il est quand même là dans les gros matchs de Ligue 1. Je me souviens qu'il a notamment joué Lyon avec Silva qui était sur le banc. J'attends plus. Franchement, j'attends de le voir plus. J'attends de le voir plus. Comme en fait ça semblait se promettre depuis en fin de saison dernière. J'aimerais bien une continuité de ce qu'on a vu en fin de saison dernière et j'aimerais bien le voir. Ok. Je crois qu'on se pose surtout pas assez de questions sur la paire Marc, qui pour des raisons probablement statutaires sont titularisés pratiquement systématiquement. Moi, je n'ai jamais oublié la prestation de Kim contre Barcelone à l'aller. C'est pareil, on se demandait ce qu'il allait faire dans un match. On passe son temps à se poser la question de ce qu'il va faire. Et quand il le fait bien. Donc, il y a un moment où il faut accepter ce que l'on voit. Et ce que l'on voit, c'est que c'est un joueur, dans les gros matchs, qui est capable d'élever son niveau. Et il a surtout cette capacité à éteindre l'avant-centre adverse, que non, ni l'un ni l'autre. Silva, c'est quelqu'un qui défend très très bien, debout, en zone, et voilà, qui anticipe très très bien. Mais je trouve que Kimpembe est son complément parfait pour moi. C'est la paire que je privilégierais. Et du coup, j'ai envie de vous poser une question à tous les trois. On va commencer par toi, Olivier. Contre le Real, quelle est la paire de défenseurs que tu voudrais voir alignée? Oui, moi la paire que Olivier, on t'entend plus malheureusement là. La paire que je souhaiterais, c'est Thiago Silva, Kimpembe. Merci à toi, Olivier. Basto, tu as du même avis? Non, de toute façon, c'est trop tôt pour décider, mais je pense que Marquis Silva reste la meilleure paire. Arias? Ben non, moi je raisonne pas comme ça en fait. Moi je raisonne justement, j'aimerais bien qu'avant le Real, sur les 3-4 matchs, ça tourne et qu'on ait l'occasion de voir les trois joueurs et que parmi les trois joueurs, ce soit les deux meilleurs du moment qui soient alignés contre le Real. Merci à vous, messieurs. On va clore sur ce match PSG Lille 3-1 et on va attaquer le gros plan avec quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, quelque chose de dramatique. Le PSG a tiré le Real de Madrid en 8e de Ligue des Champions. PSG qui aurait fini premier de sa poule et qui se retrouve avec le deuxième le plus compliqué. Pour un rappel des derniers 8e, on s'est toujours qualifié tous les ans sous QSI, sauf l'année dernière avec la fameuse remontada. Donc voilà. On va parler un petit peu de ça, de votre opinion, messieurs. Donc, on va commencer par toi, Olivier. On va parler de nos atouts. Pour toi, qu'est-ce qui fait, Olivier, que le PSG peut vaincre le Real Madrid sur ces deux matchs? D'abord, je voudrais dire que moi, je suis ravi de ce tirage. La seule chose qui m'embête, c'est que ce soit en 8e de finale. Mais sinon, on a tous envie, dans ce début de saison contrasté, où PSG semble tellement au-dessus du lot, mais présente aussi par moments des faiblesses. Moi, j'ai envie de savoir vraiment ce qu'il vaut. Et le rendez-vous contre le Real Madrid est un rendez-vous qui me semble parfaitement correspondre à cette attente. Alors, nos atouts, en numéro 1 pour moi, c'est l'atout principal, c'est le match retour à domicile. C'est un avantage statistique en général, mais c'est encore plus vrai pour le PSG qui n'a connu la défaite cette année qu'à l'extérieur. On a 2 défaites, elles sont toutes à l'extérieur. On a 2 matchs nuls, également à l'extérieur. Est-ce Emery, est-ce autre chose, mais il a quand même un parcours à l'extérieur dans ces différents clubs qui n'est pas extraordinaire. Donc pour moi, le match retour à domicile, c'est l'essentiel. En 2, c'est notre trio offensif, parce qu'on n'a jamais eu une force offensive comme celle-là dans nos équipes. Pour moi, il apparaît maintenant au moins aussi fort que la BBC. Et ça va être une très belle confrontation entre jeunesse et expérience. J'ai vraiment hâte de voir ça. En 3e position, c'est le Real, qui apparaît cette année moins souverain qu'il. Il est seulement 4e actuellement, à 8 points de l'équipe barcelonais, même si l'état des 2 équipes en février peut bien sûr être très différent. Et enfin, en 4e position, c'est l'ultra-domination du PSG en L1, qui devrait lui permettre d'être assuré du titre relativement tôt et donc de pouvoir gérer plus facilement l'effectif. Il y a un revers à cette médaille, c'est la médiocrité de l'opposition qui ne prépare pas tellement le PSG au sommet de la Ligue des Champions. Merci à toi, Olivier. Braias, quels sont les atouts du PSG?
Eh ben, enfin, Olivier les a tous dit, donc du coup je vais rebondir à ce que disait Olivier au début sur ce que Olivier disait au début sur le fait qu'il était content de jouer le Real parce qu'il fallait faire ce genre de confrontation. J'ai regardé la diffusion en direct sur beIN Sport et il y avait Jean-Pierre Papin qui était au commentaire et qui tenait exactement les mêmes propos qu'Olivier pendant le tirage. Et ensuite de ça, C'est marrant, ils ont le même âge. et oui, mais ce qui est vraiment marrant, c'est qu'ensuite de ça, si tu veux, est venu le tirage de la Ligue UEFA. Et bien sûr, les journalistes ont demandé, bah alors du coup, comme tu trouvais ça génial que Paris joue le Real, tu serais super content que Marseille joue Arsenal ou Milan AC. Et là, Papin de répondre, ah oui, oui, je serais très content, mais pas tout de suite. C'est-à-dire, enfin, il y a un moment où, oui, c'est bien de voir qui c'est qui a le kiki le plus grand, mais moi, ça me fait vachement plus demander de pouvoir aller très loin en Ligue des Champions. Et plutôt que de m'assurer que j'ai un grand kiki dès le début, j'aimerais bien pouvoir me tester contre. J'aimerais bien pouvoir me tester contre des oppositions moyennes, voire moins fortes, et profiter de cette chance pour laisser moins d'influx nerveux, pour avoir moins de cartons jaunes, pour pouvoir aller plus loin. Et effectivement, c'est formidable de rencontrer le Real, mais c'est formidable de le rencontrer en demi, pas forcément en huitième. Alors après, oui, il y a un argument, c'est que le Real en demi et le Real en huitième n'est pas la même équipe. Déjà, le Real n'est pas la même équipe en deuxième partie de saison. Donc ça, c'est le point positif, c'est vaut mieux le rencontrer le plus tôt possible. Mais ça me fait pas pour autant bander. Merci à toi, Darius. Basto, est-ce que tu es d'accord avec tes deux meilleurs amis? Je vais revenir, mais déjà, je vais donner ma réaction au tirage en musique avec une petite dédicace à notre ami Madar. Petite chanson extrait du film Les Soudoués. J'espère qu'on sera plus surdoué que soudoué dans ce match-là, mais on va mettre. Voilà, c'est notre destinée. Voilà, à nous de jouer maintenant. Et donc, pour moi, il y a, comme a dit Olivier, l'atout principal, c'est évidemment de recevoir au retour. Et on est invaincu au parc sous Emery, pas que cette année, dans les 2 années pour le moment. Donc c'est sûr que c'est un point positif indéniable. Et puis ce serait vivre une qualif dans un gros match devant nos supporters, ce qui serait la première fois, puisque quand on s'est qualifié à Chelsea, c'est les 2 fois à l'extérieur. J'ai bien aimé. C'est aussi un atout le fait que Carvajal soit suspendu, c'est pour moi le meilleur latéral droit du monde. Carvajal. Ouais. On ne sait pas encore. Carvajal. Ils ont fait appel le Real. Ça passera, c'était ironie, je pense pas que ça passe. Mais c'est un des rares postes où le Real n'est pas doublé, puisque la doublure c'est le jeune Hakimi qui n'a que 10 matchs pro au compteur. Donc face à Neymar, ça peut être compliqué pour lui. Après, dans nos atouts, je pense que si on joue à notre niveau haut, on est capable de battre n'importe qui. Et il y a un autre atout, c'est que le Real n'est pas si impressionnant que ça collectivement sous Zidane. C'est bien fait, mais il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Et donc ça peut être un autre atout, c'est Unai Emery, c'est à lui de jouer, il va jouer son va-tout. Pas forcément son avenir, puisque de toute façon je pense qu'il partira, mais il va jouer son bilan à Paris sur ce match-là, et espérons qu'il sorte toutes ses cartes. D'ailleurs, il a un bilan contre le Real qui n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il a 5 victoires en 20 matchs contre le Real, avec des équipes d'un niveau au mieux correct. Du coup, Basto, on sait que Emery est un meilleur tacticien que Laurent Blanc, mais est-il un meilleur tacticien que Zinedine Zidane? C'est trop tôt, Zidane on l'a vu qu'au Real, il gère très bien la chose avec ces joueurs-là. Après, est-ce que c'est un tacticien? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que son Real collectivement n'a rien d'extraordinaire. Si je peux me permettre, tu aurais dû poser cette question-là à Olivier, bien sûr. Non, je préfère pas. Il va me retrouver et je vais finir la pile. Du coup, messieurs, je vous ai demandé pourquoi le PSG allait-il battre le Real Madrid. Maintenant, je vous demande pourquoi le Real Madrid va-t-il battre le PSG sur ces 2 matchs. On va commencer par Darius. Alors, ouais, battre, enfin, quels sont les dangers, quoi. Déjà, on va faire face à ceux qui sont dépositaires, qui ont une trademark sur le mot qu'on a appris à bien connaître l'année dernière, qui est le mot la remontada. Et voilà, le danger se limite à un nom, ce nom c'est le Real. Le Real, c'est l'équipe LDC. C'est l'équipe estampillée LDC, c'est l'équipe qui a gagné le plus de LDC, c'est l'équipe et blablabla, mais c'est l'équipe qui n'aura jamais ses rendez-vous en Ligue des Champions. Je me souviens, il y a très longtemps, ils avaient fait évoluer la règle. Ils avaient fait évoluer la règle parce qu'ils étaient les précédents champions, mais ils n'avaient pas réussi à se qualifier dans le championnat. Et ils s'étaient débrouillés pour pouvoir malgré tout participer à la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est le Real. Et sinon, notre deuxième danger, c'est la pression. Dès les huitièmes, on va avoir un match qui, en termes d'intensité, sera pas loin d'une demi-finale.
et la pression et nous, c'est un truc sur lequel malheureusement on n'a aucune certitude et aucune garantie. Merci à toi, Darius. Basto. Bah, y a pas mal de dangers. Déjà, l'adversaire qui est au complet à tous les postes est peut-être le meilleur effectif du monde, notamment les meilleurs latéraux pour moi. Ils ont peu de points faibles quand ils sont tous à leur niveau. Puis ils ont l'habitude de ces matchs-là. Ils ont l'habitude de jouer ces matchs-là et de s'en sortir. C'est leur histoire. A contrario, nous, notre force mentale dans ces matchs-là a déjà posé question. Et il y a une crainte, c'est de prendre le bouillon dès l'aller et de ne même plus être en vie avant le match retour. Car autant, nous on peut s'en prendre des remontadas, mais nous-mêmes en faire, j'y crois peu avec la fragilité psychologique qu'on a. Donc il faudra absolument rester en vie après ce premier match. J'ai une autre crainte, c'est la légèreté et le déséquilibre de notre effectif. On en a déjà parlé, mais bon, le gardien, l'arrière gauche, poste de milieu, on verra. Puis j'ai peur pour toi, Jimmy, aussi, si Benzema mettait beaucoup de buts, notamment des réactions que tu pourrais prendre. Je me suicide. Et j'ai peur de la réaction d'Olivier en cas de défaite et de la foudre qui s'abattrait sur nous. Merci à toi, Basto. Du coup, Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, dire que je n'imagine même pas la défaite. Très, très remonté pour ce match, parce que c'est un terme qui est consacré. Moi, j'ai vécu au parc la victoire extraordinaire de 93 et je sens qu'on est capable de faire ça. Alors, qu'est-ce que je crains? Je crains surtout la qualité globale de l'adversaire. Une institution, et on sait tout ce que ça veut dire, un palmarès en Ligue des Champions, une expérience, il est double tenant du titre. Un entraîneur prestigieux qui au moins, lui, a le respect acquis de tous ses joueurs, c'est quelqu'un de la maison, et puis un effectif très homogène. On voit pas tellement de failles dans cette équipe, que ce soit cette ligne d'attaque qui performe depuis des années, ce milieu de terrain extrêmement complémentaire depuis qu'on y a ajouté le numéro 6. Ce que je crains, c'est notre difficulté, comme l'ont dit mes petits camarades, face aux grandes équipes et aux matchs près, cette fragilité psychologique. Et surtout, je dirais, cet environnement délétère. Que ça soit Blanc, que ça soit Emery, on n'a pas été aidé par notre environnement à l'intérieur. Combien de fois on a l'impression que nos joueurs, nos entraîneurs sont laissés eux-mêmes sans être protégés. Un grand club, c'est ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit autour de l'équipe, quelqu'un qui les protège de la pression extérieure d'une presse qui veut leur mort, etc. Où sont ces gens-là au niveau de notre club? On réserve des chambres d'hôtel pour le match suivant et on est incapable d'être autour de notre équipe, de la chouchouter, de la protéger. Et là, je suis un peu déçu d'Enrique à ce niveau, qui me semble plus un recruteur qu'un véritable directeur sportif. Mais bon, c'est quelqu'un de très discret, on ne sait peut-être pas tout. Et puis, comme l'a dit Basso, moi je suis inquiet par les failles qui sortent de ce mercato très déséquilibré. On a deux gardiens qui sont des gardiens moyens. On a des arrières latéraux gauche qui sont ni meilleurs l'un que l'autre. On a un faible nombre de milieux de métier. S'il y en a un ou deux qui se blessent, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, il y a l'inexpérience d'Emery, qui n'a jamais été 8e de Ligue des Champions, qui va traîner comme un boulet toute sa carrière au PSG le 6-1 de l'an dernier, et qui a un bilan face au Real qui est très déficitaire, même s'il n'a pas eu toutes les armes pour le faire. Et enfin, qu'on peut craindre, c'est ce qui nous a grévé depuis des années, c'est-à-dire les blessures, et qu'il faut que l'équipe n'a pas toutes ses forces pour affronter une adversité de ce niveau-là. Merci à toi, Olivier. Darius? Oui. Il a déjà répondu à cette question. Hein. Je suis complètement à côté de la plaque. Basto, t'as parlé là-dessus? Aussi. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Mais du coup, on passe à la dernière question que j'ai envie de vous poser. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les pronostics. Du coup, j'ai envie de vous demander à vous trois T'as oublié quel est pour le pourcentage de qualification, pourcentage de chance qu'on a de se qualifier, de passer, de battre le Real Madrid, d'aller en quart de finale. Darius? Moi, je dirais 40%. Merci à toi, Darius. Basto? 35%. Il n'y a pas un truc après la virgule? 35%, si le Real joue à son niveau, mais je pense qu'ils le seront dans ses huitièmes, mais dans le niveau actuel des deux équipes, ce serait plus sur un avantage parisien, 60%, mais avec le contexte, 35% Paris. Merci à toi, Olivier. Oui, moi je serais comme Draya, 60-40. Mais vraiment, je pense que Paris a tous. On t'entend pas, Olivier, là, malheureusement. Donc 60-40 pour le Real. Merci à toi, Olivier. Vous êtes assez positif par rapport à ce que j'ai vu sur Twitter. Ça fait plaisir.
Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Olivier. Pardon, Jimmy. Non, parce que comme je n'entends plus Olivier, peut-être des fois je me dis que c'est moi qui suis pas en truc comme ça. Bon, bah, du coup, merci, messieurs. On verra très bien, très vite, en février, ce que ça va donner. On a hâte. Et on va clore ce petit podcast par la rubrique européenne. Vous êtes contents? On parle pas du On PSG parle pas de Strasbourg? On n'a pas déjà fait ça? Putain, je suis vraiment à côté de la plaque. C'est pas... Dans le match de Coupe de la Ligue. On avait parlé oui, du match de ok. mercredi. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est un danger? Ouais, on va en parler si vous voulez. On va parler du match de Coupe de la Ligue qui est dans 2 jours. PSG Strasbourg. Basto, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce match? Bah, la question c'était opportunité ou danger. Et je crois que pour un match comme ça, pour Paris, il n'y a que du danger parce que passer serait la moindre des choses et sortir serait un énorme échec car on se doit de tout gagner sur le plan national quand on est Paris. Et si on parle de revanche pour Strasbourg, ça abaisse notre club à un rang de petit club. Je veux bien qu'on nous parle de revanche pour Barcelone, mais contre Strasbourg, faut pas exagérer. Et les opportunités, elles seront plus pour les remplaçants de montrer ce qu'il vaut, notamment je pense à des mecs comme Trapp ou Lo Celso qui seront sûrement titulaires vu qu'il y a pas mal d'absents annoncés. Même si a priori, aux dernières nouvelles, Neymar sera peut-être de retour pour ce match finalement. Et il y aura peut-être une chance aussi de voir des petits jeunes, vu les absences, notamment à l'arrière gauche où il y a ni Kurzawa ni Yuri, donc peut-être une petite titularisation d'un Titi. Merci à toi, Bastien. Olivier? Oui, moi, comme Basto, je pense qu'on a tout à perdre. On est tenant du titre, multiples fois. Et c'est un match coup près, donc pas droit à l'erreur. Et Strasbourg est plutôt bien en ce moment, avec un public très très chaud. On l'a vu au match de championnat. C'est un match à l'extérieur, une fois de plus, c'est là où on est le plus fragile. Et puis, il y a un grand nombre d'absences dans tous les secteurs. Donc, c'est pas un match qu'on va attaquer dans les meilleures conditions. Mais il faut faire confiance au reste de l'effectif. Et je compte fermement à ce que tous ceux qui n'ont pas toujours l'occasion de jouer démontrent leur valeur à cette occasion-là. Merci à toi, Olivier Dreyas. Moi, j'avais entendu la question d'une manière un tout petit peu différente. J'avais entendu opportunité pour sortir justement de cette mauvaise passe et de retrouver un équilibre plus positif dans le jeu. Ou danger, si jamais ça ne se passe pas bien, s'enfoncer encore plus. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre, parce que je crois que c'est Strasbourg ensemble, ils ont eu leur moment de gloire et leur moment de hurrah football, que ce soit contre nous ou contre Bordeaux, ils ont marqué sur leurs rares opportunités. Ils ont fait preuve de beaucoup de chance, quand même, si on peut le dire. Bordeaux, moins. Bordeaux un peu moins, mais malgré tout, ils marquent sur leurs 3 tirs cadrés. Ils ont pas un CSC pour eux. Je sais plus exactement, Bordeaux mais une frappe cadrée sur ce match. L'un dans l'autre, c'est quand même une équipe qui a eu pas mal de chance par rapport à son niveau, et il y a forcément un moment où ça s'arrête. Et pour moi, c'est pas un match que je crains, mais par contre, je m'attends pas à ce que je déplore de l'équipe en ce moment, cette espèce de facilité, cette espèce de désynchronisation dans le pressing, de désorganisation, de volonté disparate soit résolue maintenant. Et je m'attends à vivre une fin de saison, une fin de demi-saison triste, avec des matchs qui continueront à être chiants. Et je pense que ça recommencera peut-être à devenir intéressant début janvier, mais je vois pas de progrès venir maintenant. Merci à toi, Andreas. Un petit pronostic, monsieur, vous savez, moi j'adore ça, je mise tout mon salaire sur ce que vous me dites. Donc, s'il vous plaît, je vous fais confiance. Olivier, ton pronostic pour le match de mercredi? Qualification 2-0. Basto? 3-0 et gros match. Darius? La même que Olivier, pas un match dantesque. Merci à vous, messieurs. Et on finit maintenant par la rubrique européenne. Je sais que c'est votre rubrique préférée. Yes, Basto, est-ce que tu es content? Je suis content. Darius, est-ce que tu es content? Yes, I. Olivier, qu'est-ce que tu es content aussi? Joker. Olivier, tu es encore une fois privé de rubrique européenne. Je sens ta haine envers cette rubrique, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir à tout le monde. Alors, on va commencer par le match Real Madrid-Séville avec le Real qui marque 5 buts avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Ils étaient un peu en galère en Liga, là ils ont fait une manita. Olivier? Oui, c'est difficile de juger ce début du Real, mais bon, il y a du... Darius? J'aurais préféré que Ronaldo se réveille dans 3 mois. Basto? Séville est très triste en ce moment. Merci à vous, messieurs. Olivier, la Juve qui fait 0-0 contre l'Inter de Milan. Ah, c'était un match au sommet et ça c'est à l'italienne.
J'aime bien parce que la rubrique européenne, c'est toujours le moment où Olivier s'est découpé à la fin. Ça, c'est joué à l'italienne. Merci, Olivier. Drayas. Un match à la Inter. Basto. Que cette Juve devient chiante à voir. Basto, m'as-tu dit un mot? Tant mieux pour lui, en plus il est apprécié là-bas par les supporters, c'est bien. Et regretté. Pardon Pas tous. Dortmund qui perd 1-2 contre le Werder Bremen. Basto. Coach viré, ils prennent le coach qui a été viré du dernier de Bundesliga, donc on verra ce choix qui peut paraître surprenant. Drayas. Dortmund, une figure du passé. Olivier. Pas tellement intéressé par ce championnat. Le derby du week-end, messieurs, le grand derby. Je veux bien sûr parler de Liverpool-Everton. Drayas. J'aimerais que Klopp se mette à tout déchirer. Olivier. Oui, Klopp a du mal à décoller. Basto. Wayne Rooney qui vient doucher les Reds. Merci. Et puis un autre derby, mais un peu moins intéressant. Pour finir, Manchester United, Manchester City. 1-2 pour Manchester City, l'équipe de Guardiola. Drayas. City patine un petit peu dans le jeu en ce moment. Olivier. La catastrophe, c'est que Guardiola va rester assis. Ah, je crois qu'il est pas très heureux là-bas. Hein. Basto. Guardiola qui confirme sa suprématie sur Mourinho. Merci messieurs, et c'est ainsi que se termine ce podcast. Je vous remercie pour vos fines analyses et j'espère que nos auditeurs pourront prendre le métro demain en étant bercés et réveillés de bonne humeur avec ces doux mots que vous avez prêchés ce soir. Je remercie tous les auditeurs fidèles qui s'abonnent à la chaîne YouTube et qui nous suivent. Je vous invite à aller sur le blog leclubpanam.blogspot.fr ou .dz si vous êtes en Algérie. Et avec notamment un billet coup de gueule de Juanpi qui clash les supporters qui ont dit à l'année prochaine et qui ne croient pas, contrairement à nos 3 lurons de ce soir, à la qualification du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. C'était un plaisir d'être avec vous, Olivier, monsieur, bonsoir. Plaisir partagé, une fois de plus, bonsoir. Drayas, une bonne soirée à toi. Une bonne soirée à toi, Jimmy, merci. Pasto. Bonsoir à toi, bonsoir à Drayas et bonsoir à Olivier El Maestro. Merci à tous et El à la Maestro prochaine. Loco. Olivier, aïe aïe aïe.